Quelles mesures pour rassurer la population guyanaise? C'est la question posée par Antoine Karam après Chantal Berthelot à l'Assemblée nationale. La ministre des Outre-mer a répondu aux sénateurs ce matin. L'insécurité toujours et l'immigration cette fois au cœur des préoccupations. La 4G arrive bientôt en Guyane, une date le 1er décembre officiellement pour tous les opérateurs autorisés. Orange Caraïbes se dit d'ores et déjà en état de marche. L'opérateur a présenté son offre en avant-première. Enfin, le championnat de volley-ball démarre ce week-end. Hier soir, les deux équipes gagnantes de l'USL Montjoly ont peaufiné leurs derniers échanges. Entraînement intensif entamé au mois de septembre. Bonsoir à tous. On démarre ce soir avec la rencontre avortée des élus de Guyane avec le préfet. C'était la demande du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour une concertation locale contre l'insécurité. Les discussions ont tourné court cet après-midi. Heurtés par les mots de Martin Gégère, les élus ont déposé une motion, ont lu une motion pour réclamer un état d'urgence spécifique à la Guyane avant de quitter les lieux et de se rendre à la CTJ. On poursuit avec ces multiples rebondissements jusqu'à ce midi dans l'affaire du concert de Booba, Kalash et Niska. Le préfet de région a pris un arrêté interdisant le spectacle dans l'espace Edmondray, n'ayant jamais reçu d'agrément pour ce type d'événement. La mairie de Cayenne a finalement mis à disposition le stade Georges Chaumet avec une consigne, pas d'alcool au spectacle, les précisions de l'organisateur du concert. Le concert aura lieu au stade Georges Chaumet, c'est-à-dire stade Baduel, à partir de 19h. Le préfet a mis un avis défavorable, c'était pour l'espace Edmondray. Là on est au stade de Baduel, on n'est plus à l'espace Edmondray. Décevant, hein? Et décevant parce que tous les jours ils nous disent que les jeunes ils font rien pour le pays, et quand les jeunes veulent faire, ils cassent les jeunes, ils mettent des bâtons dans les roues, donc c'est vraiment décevant. Hein? Il y aura Booba, Niska, Kalash, les artistes locaux, Poplan, Lion P, Jassik, Basti, un show de ouf, franchement un show de fou, sécurité maximum, mais vraiment maximum. Le sénateur a réclamé une intervention forte de l'État contre l'insécurité en Guyane et souligné la question de l'immigration qui explose dans le territoire. Il faut proposer des mesures pour rassurer les Guyanais. L'intervention d'Antoine Karam et la réponse d'Éric Abaret. La société guyanaise traverse actuellement une période de tension extrême. Il y a une semaine, c'est un ancien conseiller général apprécié de tous qui a été assassiné, tué par balle lors d'un cambriolage à son domicile. Ce nouveau drame nous rappelle douloureusement la spirale de violence dans laquelle la Guyane est plongée depuis plusieurs mois. Les chiffres de la délinquance sont en effet alarmants. 38 homicides en 2015, 39 cette année et 13 fois plus de vols avec armes plutôt que dans l'Hexagone. Parallèlement, la Guyane doit faire face à une crise migratoire sans précédent. Alors que 2700 demandeurs d'asile avaient été enregistrés en 2015, nous devrions compter entre 9 000 et 10 000 fin 2016. Cette augmentation exceptionnelle fait de Cayenne le deuxième guichet de France après Paris. Le gouvernement entend réaffirmer les pouvoirs régaliens de l'État en Guyane. Quelles mesures pouvons-nous mettre en place pour rassurer nos concitoyens? Vous l'avez rappelé dans le cadre du plan sécurité outre-mer que j'ai co-signé avec le ministre Bernard Cazeneuve, nous avons effectivement confirmé l'envoi de matériel aux forces de sécurité, auxquels s'ajoutent 55 policiers et gendarmes supplémentaires qui ont été déployés au 1er janvier. Et Bernard Cazeneuve a par ailleurs annoncé la création d'une ZSP au Saint-Laurent-du-Maroni. Et enfin, dernièrement, il y a 2 jours, un escadron de gendarmes mobiles est arrivé en Guyane. Sur la prévention de la délinquance, je souhaite une large implication des élus afin de parvenir à une plus grande efficacité. Le ministre de l'Intérieur et moi-même sommes parfaitement conscients de la situation et nous apportons des réponses fortes et lucides. Et vous l'avez rappelé, il y a l'enjeu du pacte d'avenir pour la Guyane qui vient d'être finalisé et je vous annonce qu'il vous sera transmis très prochainement et nous aurons l'occasion d'en parler lors de mon prochain voyage en Guyane la semaine prochaine. Revenons à présent sur cette rencontre entre le préfet de région et les élus de Guyane. Voici quelques images tournées sur place. Nous demandons donc l'application de l'état d'urgence à la situation de la criminalité en Guyane et en particulier dans les quartiers sensibles. Le deuxième point, le déploiement de moyens humains, matériels en équipement à la hauteur de la criminalité exceptionnelle de la Guyane et ce, de manière pérenne pour les forces de l'ordre
ainsi que de la justice. Enfin, éradiquer les foyers de la délinquance dans les quartiers déjà identifiés. Voici les 3 points que nous avons retenus tout à l'heure pour les raisonnements entre Guyane. Dans le reste de l'actualité, toujours aucune sortie de crise en vue à la régie communautaire de transport. Le conflit s'enlise. Ce matin, les grévistes ont entravé la circulation sur la route de la Madeleine jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Les agents mobilisés refusent de s'entretenir avec leur direction et estiment ne pas être entendus par la présidente de la CACL. Ils souhaitent que des négociations soient entamées avec les élus. On écoute un représentant syndical au micro de Caroline Alcide. Bon matin, pour faire comprendre le président que a pu négocier que nous, il pas le choix, a pu négocier que nous, a pu gagner respect pour nous, à ça nous les. Et regardez ça il fait jour là, c'est lui ça y est fait jour là, parce que négociation nous qu'a demandé, c'est mon y voyé la police pour charger nous. En tout cas, mon nous demandé pour nous faire négociation, il pas d'accord. Et comme il n'est pas d'accord, nous-mêmes nous pas d'accord, nous allons rester nos positions. Mais Jodla, après vivre en négociation, que ça nous demande. Nous demandons Jodla, nous les négocier, que les bailleurs, que les élus, nous pas négocier que les directeurs, nous pas négocier que personne, nous négocier que les bailleurs, que c'est lui à nous les négocier. La nouvelle équipe de la Chambre des métiers a pris place aujourd'hui. Après les élections d'octobre dernier et malgré des recours déposés par la liste d'Harry Contou contestant les résultats, Philippe Alcide Clausel a bien été élu président et son équipe installée cet après-midi. Jonathan Lariot y était. Mon regard sur l'avenir est très positif parce qu'en Guyane, nous avons beaucoup de jeunes et à travers la Chambre de métiers et le CFA, nous allons pouvoir impulser à cette jeunesse l'envie de travailler, le goût du travail et surtout leur dire que l'artisanat, c'est l'avenir de demain et avec ces métiers de proximité, nous pouvons créer de la richesse. Et c'est ça, c'est un avenir très positif pour moi. Mon bureau est composé d'artisans, d'hommes et de femmes capables qui ont réussi dans leur entreprise et qui sauront mettre leurs expériences et leurs compétences au service de la Chambre avec les techniciens de la Chambre de façon à pouvoir aller de l'avant et d'ici 10 ans voir que la Guyane, nous aurons des hommes et des femmes formés pour embraser les différents métiers que l'artisanat propose dans ce monde actuel. Il faut voir à long terme, pas à court terme. Nous allons décoller tout de suite, nous allons déjà commencer à travailler. Dans 3 ans, on sera mieux, dans 5 ans mieux, dans 10 ans. C'est crescendo que nous allons monter et donner cette énergie à l'économie de la Guyane. En Guadeloupe, à présent, le syndicaliste Elie Domota a été convoqué hier matin à la gendarmerie de Miquel aux Abîmes. Le leader du LKP est accusé par le patron du MEDEF d'avoir causé des dégradations de matériel et commis des faits de violence. Il comparaîtra le 31 mai prochain pour violence en réunion. Voyez plutôt les explications de Karine Diama. Pour soutenir leur secrétaire général, membres et sympathisants de l'UGTG se sont rassemblés ce matin devant la gendarmerie de Miquel. Denis Blandin, qui est patron à BMW et aussi patron à le MEDEF, qui portait plainte contre le secrétaire général en nous, Elie Domota, et qui a dit comme ça qu'il était dégradé et était agressé avec d'autres camarades. Donc nous avons bien compris, nous avons bien vu que c'est toujours dans le sens que la justice là, ça a marché. D'avoir depuis 2014, il y a une plainte qui est déposée par l'inspection du travail contre Blandin parce que justement il licencie un camarade de nous pour des motifs qui pas ni pour valet et pourtant il pas ni poursuite, il n'a pas fait rien. Mais là il décrétait du jour au lendemain que voilà qu'il a agressé en réunion et qu'il a mis à présent il a convoqué pour auditionner. Auditionné pour des faits de dégradation de matériel, mais aussi pour des faits de violence en réunion, survenus le 12 avril dernier lors de la mobilisation générale de l'UGTG. Elie Domota peut compter sur le soutien indéfectible du syndicat.
question des Kassakebaï, bien entendu, nous avons mobilisé et nous avons parlé pour la suite, quelle que soit la décision qu'il y a prend, quelle que soit la suite qu'il y a parce que nous savons très bien que si il auditionné là, c'est parce que il a déjà dit en tête à eux qu'il est condamné. Nous avons connaître c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné. Donc nous avons parlé et nous attendons la suite. À l'issue de 3 heures d'audition, seul un chef d'accusation sera retenu à l'encontre d'Ely Domota, qui devrait comparaître le 31 mai prochain devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour répondre de l'accusation de violence en réunion. Nous vous en parlions en début de ce mois, le conflit soviétique qui vient jouer les troubles faits chez Arianespace. L'agence spatiale russe refuse de livrer de nouvelles Soyouz à l'Europe en raison d'une ardoise de 300 millions d'euros. La somme aurait été bloquée par les avocats d'une société pétrolière démantelée par le Kremlin en 2003. Aujourd'hui, le président directeur général d'Arianespace se veut rassurant. Les activités du lanceur russe en Guyane se poursuivent. On l'écoute. Non, cela ne pose pas de problème puisqu'il y a des lancements Soyouz en préparation. Il y aura un lancement Soyouz vers l'orbite géostationnaire au début de l'année 2017. Par ailleurs, il faut bien distinguer des procédures qui sont liées à des conflits entre d'anciens actionnaires d'une entreprise d'énergie et la Fédération de Russie, et puis l'exécution de nos contrats. L'exécution de nos contrats se poursuit, et s'agissant de ces procédures, nous espérons qu'elles trouveront une issue positive rapidement. Il y a eu déjà 2 jugements en première instance du tribunal d'Evry qui nous sont favorables, et nous espérons donc que maintenant la Cour d'appel de Paris pourra, quand elle aura statué, confirmer cela. Mais encore une fois, l'activité Soyouz se poursuit ici comme d'habitude. Vous le savez, la 4G sera disponible dans 10 jours en Guyane. Aujourd'hui, l'opérateur historique Orange a présenté ses premières offres et se dit fin prêt pour un lancement imminent du réseau. Dans un premier temps, l'île de Cayenne sera couverte au 1er décembre. On écoute les représentants de l'opérateur. On est prêt depuis 1 an. Et donc en fait, depuis 1 an, on range notre frein. On se dit quand est-ce qu'effectivement on va avoir l'autorisation de le faire. On l'a obtenu en octobre, l'attribution, enfin je veux dire le résultat final. Là, dans les heures qui viennent, on devrait avoir l'attribution finale. Et donc on va ouvrir les heures qui vont suivre cette attribution. Non, on lance en même temps une 4G et la 4G+. Et en métropole, ils ont attendu 2 ans pour l'avoir. Donc en fait, on va beaucoup plus vite qu'en métropole. D'abord parce qu'on estime que comme effectivement la 4G est lancée ici avec un peu de retard, on estime qu'il fallait rattraper le temps perdu. En termes de couverture, on est à la toute couverture de la métropole. Donc en fait, on est, dès le lendemain du lancement, dans la situation de la métropole en termes de couverture et en termes de technologie. Il y a avoir des avancées très très nettes. Jusqu'ici, nous résorbions mécaniquement les zones blanches au fur et à mesure des implantations de téléphonie mobile qui suivaient en fait l'implantation des populations. Mais c'est vrai que quand on prend la route et qu'à un moment donné le réseau coupe, forcément ça pose des difficultés. Donc avec les appels à candidature 4G, une des clauses était justement que les opérateurs s'engagent à couvrir notamment la RN1 et la RN2 qui sont des problèmes récurrents et sur lesquels on a donc beaucoup de remontées. Donc nous nous sommes engagés à le faire, mais une des conditions est aussi la fourniture de points hauts. Puisque pour couvrir tout ce secteur, il faut des points hauts. Donc du coup, ces points hauts doivent être mis à disposition par la collectivité territoriale. Donc nous sommes prêts, nous attendons donc que ces points hauts puissent être mis à disposition. Et nous sommes engagés à pouvoir y poser nos infrastructures et ainsi à pouvoir réduire, voire supprimer ces zones, en tout cas sur les routes nationales. Deuxième et dernier jour pour les Jeux paralympiques de Saint-Laurent-du-Maroni. Depuis hier, diverses activités sportives sont offertes aux personnes porteuses de handicap. Parmi elles, la Fédération française du LM propose de prendre son envol par-delà le fleuve et les communes alentours. 20 minutes de grand air à couper le souffle ou simplement une autre manière de découvrir la capitale de l'Ouest. Elsa Gonzalez. En quelques minutes, nous voilà déjà dans les airs, à plusieurs kilomètres au-dessus de Saint-Laurent-du-Maroni. Une visite aérienne de la ville et ses quartiers, commentée par le pilote tout au long des 20 minutes de vol. Pour les personnes en situation de handicap, c'est l'opportunité de découvrir et partager un moment d'exception. Quand on vole, on leur explique les quartiers, comment c'est devenu. Et justement, je voudrais pour preuve, c'est que je fais voler une personne non-voyante et je lui explique. Et puis elle me dit, mais je vois. Je fais pardon. Elle me dit, je vois parce que ce que tu m'expliques, moi j'ai mon image parce que j'ai connu Saint-Laurent à un moment donné. Donc pour nous c'est énorme parce que ça nous permet de rendre service à quelqu'un, de partager, de communiquer avec ces gens-là. C'est super. Une vue à 360 degrés de la canopée, un spectacle unique et mémorable.
Des personnes aveugles, malentendantes ou en fauteuil roulant, le but est de leur faire découvrir autre chose et de leur donner envie de s'ouvrir au monde extérieur. Quel que soit leur handicap, ils seront marqués par quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant et ça va les booster. Ils voudront peut-être demander à leurs parents d'aller le faire en association et quelle que soit l'activité qu'ils auraient pratiquée pendant ces Paralympiades. Cette action s'inscrit dans le projet de la Fédération française du LM de participer à des journées jeunesse et sport. Mis en place dans le cadre de la semaine du handicap, ces activités sont proposées en parallèle des Jeux paralympiques de l'Ouest. Et à Kourou, ceux-ci ne peuvent pas profiter de la vue. Les adhérents du club ULM 1634 n'effectuent plus de sorties dans les airs. Ils ne peuvent pas non plus donc proposer leur traditionnel baptême de l'air aux pensionnaires de la maison d'accueil spécialisée de la ville spatiale. La faute à l'état d'urgence. La mesure exceptionnelle interdit les vols depuis bientôt 1 an. Aujourd'hui encore, le club attend des solutions. On écoute le vice-président qui s'est exprimé au micro de Caroline Alcide. Aujourd'hui, on aurait dû participer aux journées handisport, faire découvrir la mécanique de vol à des jeunes handicapés. L'année dernière, on devait le faire, tout était calé pour cela. On avait des participants prévus de la masse de Kourou et on n'a pas volé à cause de l'état d'urgence. Cette année, on se retrouve dans le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne peut toujours pas faire des vols avec des handicapés qui auraient dû avoir lieu ces jours-ci. Et on est dans le même cas de figure également pour tout ce qui est baptême. On est tout proche du centre spatial, la zone de Kourou. On est donc à environ 20 km du pas de tir. Donc il est clair qu'on est dans une zone sensible. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 30 ans, on vole sur Kourou. On a une bonne cohabitation avec l'ensemble du centre spatial. Et aujourd'hui, à cause de l'état d'urgence, on ne peut pas voler. Ça fait 1 an qu'on est cloué au sol. Ça fait 1 an qu'on attend d'essayer d'avoir des réponses à nos questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et là, on n'a aucune réponse. Et justement, on a essayé de rencontrer, on a envoyé plusieurs courriers à monsieur le préfet pour essayer de le rencontrer, pour essayer de rencontrer les décideurs du centre spatial, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on va devenir. Et en fait, tous nos courriers sont restés lettres mortes. Intéressons-nous à présent à la pratique du tir sportif avec le club Maroni Tir, installé depuis plus de 30 ans à Saint-Laurent. Spécialisé dans le tir de cible statique et le tir sportif de vitesse, le club enregistre 10 adeptes passionnés ayant participé à des compétitions au Suriname et dans la Caraïbe. Le fruit de beaucoup d'efforts et de concentration. Elsa Gonzalez a suivi un de leurs 1, 2, 3 balles, la cible est touchée, l'objectif est atteint. Au stand de tir de 25 mètres, le club Maroni Tir et ses adhérents s'exercent à la discipline. Il y a le tir sur cible statique et le tir sportif de vitesse pour les plus aguerris. Protocole et rigueur sont de mise. Load on make ready. Ça veut dire qu'on sort l'arme du holster, on met le chargeur dans le puits de chargeur, et on arme, on engage une cartouche dans le canon. Après, on rabat le chien et on remet à l'holster. Donc là, l'arme est approvisionnée et prête à tirer. Lors de compétition, le temps est compté. Il faut faire au plus rapide et au plus efficace, tout en respectant les règles de sécurité très strictes. La particularité du TSV, c'est qu'on se déplace. On peut faire un déplacement vers l'avant et on peut faire un déplacement vers l'arrière. Toujours l'arme face aux cibles et le doigt hors du ponté. Ça veut dire pas sur la queue détente ou risque du coup qui partent. Mise en place il y a seulement 2 ans à Saint-Laurent-du-Maroni, cette discipline est ouverte à tout type de public. Encadrée par des moniteurs agréés, la sécurité est le mot d'ordre de cette pratique. Une arme à feu reste quand même un outil. Tout se fait dans les règles d'une sécurité. Nous sommes moniteurs de tir, nous avons suivi une formation qui nous permet d'encadrer en toute sécurité les tireurs. En Guyane, les 3 clubs de tir, Kourou, Makouria et Cayenne, sont homologués tir sportif de vitesse. Pour l'instant, débutant dans la discipline, ils souhaitent s'afficher sur la scène internationale. On reste dans le sport avec cette fois le volleyball et le championnat de Guyane qui démarre ce week-end. Les 2 équipes seniors masculines et féminines de l'USL Montjoly, toutes 2 grandes gagnantes du dernier championnat, s'y préparent depuis septembre. Jonathan Lariot a suivi les derniers préparatifs hier soir. Être champion, ça se mérite, mais le rester, c'est une autre paire de manches.
C'est là le défi des filles du club de volleyball de Montjoly. Championne de Guyane la saison dernière, les filles d'Alain Saint-Cyr ont réussi à détrôner l'imbattable équipe de Matoury, 6 fois championne. À 2 jours du début du championnat, l'équipe ne lâche rien aux entraînements. Depuis quelques temps, c'était pratiquement un jeu, pourrait dire, sans prétention, qui avait deux niveaux. C'est-à-dire Montjoly et Matoury qui se disputaient le titre et les autres. Mais tandis que cette année, je pense que il y aura plus de compétition, plus de concurrence. Une nouvelle équipe de constituer, il y a Saint-Laurent aussi quand même qui n'est pas mal, le staff qui s'est renforcé, donc je pense qu'au niveau du championnat féminin, on ne va pas s'ennuyer. C'est sûr que cette année, c'est d'abord conserver le titre, et puis si on arrive à le conserver, faire mieux, mieux représenter la Guyane de Challenge de France, si toutefois il y a les possibilités d'y aller. Du côté des garçons, le défi reste le même, mais l'ambiance est plus tranquille. Champion de Guyane 3 fois consécutives, l'équipe dirigée par Marc-Olivier Anatole pense déjà aux phases finales. Durant le championnat, qu'on gagne, qu'on perde, il n'y a pas forcément de raison, mais c'est être prêt pour les playoffs. Donc comme je dis aux garçons, les matchs de championnat nous servent à nous roder, à ajuster certaines choses, pour que quand nous sommes au play-off, qu'on soit au maximum de notre potentiel. En équipe masculine, il n'y en a que 6 cette année. Il n'y a plus les Antilles-Guyane. Maintenant, c'est directement un championnat national 3 et Coupe Dom-Tom. Donc si nous, maintenant, au niveau du niveau de jeu, il faudrait déjà qu'il y ait plus de joueurs, que le championnat soit beaucoup plus soutenu et puis aussi qu'on parte. On est obligé de partir, que ce soit au Suriname, à Macapa, pour jouer, rencontrer d'autres personnes, d'autres niveaux de jeu. Le championnat de Guyane débute ce samedi, chez les filles comme chez les garçons. Et la saison promet d'être électrisante. Direction la Martinique à présent avec l'expérience inédite vécue hier par une vingtaine d'élèves du lycée hôtelier Nord-Caraïbes de Bellefontaine. Ils ont participé à des masterclass avec des chefs étoilés avant de disposer d'1 heure pour concocter des plats gastronomiques munis de produits locaux, des chefs en herbe qui ont su s'inspirer des techniques des plus grands. Voyez plutôt ce reportage signé Louis Sabas. Dans cette cuisine, 4 des meilleurs chefs de France et leurs équipes d'apprentis. Il faut juste éplucher ça, couper en petits cubes. La banane pareil, on met à cuire. Voilà. Les cuistots en herbe viennent goûter du savoir-faire des maîtres, non sans une pointe d'appréhension. On a peur de mal faire parce qu'on se dit qu'ils ont quand même du niveau et que voilà, ils viennent quand même s'enseigner des choses. On se dit qu'on veut être à la hauteur quand même, ne pas les décevoir parce qu'ils font quand même le déplacement. Et donc forcément, sur le coup, le stress peut te faire oublier quelques petites bases que tu as forcément appris par cœur. Ils nous expliquent, mais comme ils sont déjà expérimentés, donc il y a un peu de travail. Il faut mettre la tête sous quand on regarde, c'est tout. Chaque équipe prépare un mets à partir d'un panier surprise. Aux commandes, les chefs dirigent leurs escouades. Bien chaude, bien produite, une gousse pas trop. L'objectif est de faire des plats gastronomiques accessibles aux apprentis, le tout en moins d'1 heure. Il y a du thon, il y a du sésame, il y a des oignons rouges, il y a du citron. On improvise, on s'adapte, tout à fait. On a tous une banque de données dans notre tête, donc on arrive quand même avec un panier surprise à faire ce qu'il faut faire. Pour ces chefs étoilés, c'est l'occasion de transmettre des méthodes de travail efficaces aux jeunes Martiniquais. Je leur ai appris les gestes basiques. Les gestes basiques qu'il faut leur apprendre parce que la cuisine, c'est uniquement 2 choses. C'est de la technique et c'est un produit. Et moins il y a de choses, on laisse parler le produit, mieux c'est. Ils nous apportent beaucoup de choses, surtout au niveau de la fraîcheur, du goût. Et ça m'a apporté beaucoup pour mon bac. Alors aujourd'hui, on va déguster un vin blanc de l'appellation Chablis. Dans cette salle, une leçon d'œnologie. Un petit peu faire un petit mouvement pour voir un petit peu la consistance. L'occasion pour ces étudiants de découvrir une discipline aujourd'hui indispensable à la grande cuisine, un art qu'ils pourraient étudier par la suite. L'importance de la cuisine, c'est également, c'est en fait au même niveau de l'importance de la salle, pas uniquement de la sommellerie. Bien sûr, une belle cave, ça attire toujours la clientèle, mais aussi les services des salles, les savoir-faire d'un sommelier, la capacité d'accueil. J'aimerais bien apprendre parce qu'on peut toujours en avoir besoin, surtout dans l'hôtellerie, il faut savoir être polyvalent et ça permet d'être polyvalent. Avec ce type de professionnel, on apprend à connaître le vin, savoir de quelle région il vient, avec quel type de plat on peut l'accorder. Donc à ce moment-là, l'accord vin est très important. Retour en cuisine. Ici, les thons acidulés trompe-l'œil, tartare de thon, sauce giromont et noix de coco, triptyque de saumon et autres tagliatelles thon mi-cuit sauce martiniquaise sont prêts. Régal des yeux, mais aussi des palais, pour ceux qui se sont donné tant de mal à les préparer.
Et bon appétit si vous passez à table. Avant de se quitter, faisons le point sur la collecte Médecins sans frontières pour rénover l'hôpital de Drouillard à Port-au-Prince, unique structure d'accueil gratuit pour les grands brûlés, phénomène courant dans le pays. En Guyane, les promesses de dons s'élèvent à 5 498 pour un montant total de 207 129 €. Dans les faits, toutefois, seuls 495 dons ont été effectués, soit 27 507 €. Ainsi s'achève cette édition. Je vous rappelle l'essentiel à retenir ce soir. Des mesures pour rassurer la population guyanaise. C'est la question posée par Antoine Karam. Après Chantal Berthelot à l'Assemblée nationale, la ministre des Outre-mer a répondu aux sénateurs ce matin. L'insécurité toujours et l'immigration cette fois au cœur des préoccupations. La 4G bientôt en Guyane. Une date le 1er décembre officiellement pour tous les opérateurs autorisés. Orange Caraïbes se dit d'ores et déjà en état de marche. L'opérateur a présenté son offre en avant-première. Enfin, les championnats de volley-ball démarrent ce week-end. Hier soir, les 2 équipes gagnantes de l'USL Montjoly ont peaufiné leurs derniers échanges. Entraînement intensif entamé depuis le mois de septembre. Dans quelques instants, votre journal de TF1, puis les programmes continuent sur ATV Guyane. Bonne soirée à vous, très bon week-end, à lundi.